Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on continue le cycle David Cronenberg en parlant d'un film absolument exceptionnel, Faux Semblant, avec Jeremy Irons dans le rôle principal. C'est réalisé en 1988, et c'est un film absolument traumatisant, à plus d'un titre, qui soulève des thématiques absolument passionnantes. De quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'un couple de jumeaux, et là, on va vraiment parler d'un couple, puisque non seulement ce sont de vrais jumeaux, identiques en tout point, personne ne peut les différencier, et surtout c'est un couple de jumeaux extrêmement fusionnel, ils partagent absolument tout, ils travaillent ensemble dans la même clinique, ils sont gynécologues, vivent dans le même appartement, partagent probablement le même lit, en tout cas ce que l'on sait c'est qu'ils partagent les mêmes femmes, ouais, à tour de rôle, ils sont un petit peu bizarres. Et donc, c'est un film qui traite de la complexité, de la jumélité, et avec une façon de faire extrêmement novatrice, puisque la plupart du temps, dans les films, quand on traite de jumélité, les jumeaux sont exactement pareils. D'ailleurs, c'est souvent des comédies où les rôles sont interchangeables, il y a des quiproquos, etc. Non. Là, la psychologie de chaque jumeau est extrêmement détaillé, extrêmement subtil, extrêmement poussé. Alors, on a d'un côté Beverly, qui a un nom de fille, c'est un petit peu particulier, qui est un petit peu plus fragile, on va dire c'est celui qui invente les choses, c'est un petit peu le cerveau. Et puis de l'autre, on a Elliot, quelqu'un qui est beaucoup plus sûr de lui, qui, on va dire, est le dominant dans le couple, qui va exercer pas mal de pression sur son frère. Son frère, évidemment, qui répond à cette pression. C'est un équilibre comme ça qu'ils ont trouvé. Et en fait, rien ne peut venir déranger cette fragile équilibre sans que ça pose de problèmes conséquents. Et d'ailleurs, c'est comme ça dans la vie. En général, si une troisième personne vient perturber un couple de jumeaux, au bout d'un moment, c'est la troisième personne qui dégage. Le film, en fait, commence, on va dire que l'élément déclencheur, c'est la rencontre avec une femme et qui tombe amoureuse de Beverly. Et donc, Beverly, pour la première fois de leur histoire à tous les deux, il va montrer un désir d'émancipation. Il va vouloir, s'arracher littéralement à son frère. D'ailleurs, il y a une scène de cauchemar qui résume tout à fait le film en entier. On voit les deux jumeaux comme ça accrochés par de la chair, comme très souvent à Cronenberg, et on voit le personnage de Claire comme ça qui arrache avec les dents cette excroissance. C'est particulièrement troublant, et des images comme ça, il y en a partout dans le film. Et donc avec l'arrivée de ce personnage, de cette femme, le début de cette relation, l'équilibre va être complètement chamboulé, leur vie va être complètement bouleversée. Elliot va commencer à s'énerver, lui il dit allez, on la plaque, il dit on, Et puis Beverly répond non, tu la plaques. En gros, laisse-moi tranquille avec elle. Et il y a vraiment un rapport de pouvoir limite qui commence à s'inverser. Il y a une sorte ensuite de spirale infernale qui se met en place, une sorte de descente aux enfers. Où, on va côtoyer un petit peu la prise de médicaments, les drogues, et on se rend compte que ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ils sont complètement dépendants à tel point que finalement, ils vont se mettre à fusionner quelque part. Je vous en dis pas plus, mais on assiste à des scènes particulièrement impressionnantes et traumatisantes. C'est pas un film à mettre entre toutes les mains, je vous assure. C'est une relation qui est limite schizophrénique. D'ailleurs, à un moment donné, Elliot couche avec des jumelles et il leur dit ok, pour vous différencier, toi, tu vas m'appeler Ellie, toi, tu vas m'appeler Bev. C'est quand même assez dingue. D'ailleurs, Bev, Ellie, il manque que le R. Encore une fois, un monstre à deux têtes, comme ça, comme sur l'affiche du film, la très belle affiche d'origine, où on avait un visage, qui formait un troisième visage, comme ça, c'était extrêmement bien trouvé. Et puis, on a surtout la prestation de Jeremy Irons, qui avait fait énormément de théâtre, donc qui a une facilité, comme ça, à passer d'un rôle à l'autre. Dans une interview, il expliquait que il avait en fait trouvé deux énergies complètement différentes. Une énergie tirée par le menton, comme ça, avec un personnage peut-être qui était un petit peu plus voûté. Et puis l'autre jumeau, comme ça, avec peut-être le fil qu'on tirait sur le front. Et donc quelqu'un qui va plus s'élever. Et du coup, par ce petit artifice, c'est extrêmement facile de les reconnaître. Au début, on est un peu perdu, mais franchement, après,
il n'y a plus aucun doute, il ne parle pas exactement de la même façon, voilà, il ne se déplace pas de la même façon. En plus, comme il y a plusieurs moments, ils prennent la place de l'autre, ben même dans ces cas-là, on reconnaît qui est le bon jumeau du faux jumeau, si je puis m'exprimer ainsi. C'est absolument incroyable, une prestation époustouflante. Donc chapeau melon pour ça. Il faut également saluer les effets spéciaux absolument exceptionnels, surtout pour l'époque. Alors oui, il y a certains plans qui sont comme à l'ancienne, vous savez, où il y a juste un petit split screen, c'est des plans fixes et donc c'est assez facile à réaliser, mais il y a des plans complètement incroyables comme ça, avec des travelling arrière, ou même parfois on a l'impression que c'est à l'épaule, et où on voit les deux personnages dans le même plan, avec des panneaux comme ça, et à l'époque il n'y avait pas de synthèse, donc c'est complètement dingue. C'est juste que c'était le début, en fait, les prémices de la caméra contrôlée par ordinateur. Donc ils induisent un mouvement pour la première prise, voilà, ils en font une deuxième avec Jeremy Irons qui joue le rôle du jumeau, et ensuite ils font un split au milieu comme ça, et ça donne des plans absolument incroyables. Je vous avoue que là, en revoyant le film, je me suis dit mais comment ils ont fait quoi? 88, c'est très très impressionnant. On voit que Cronenberg est quand même quelqu'un qui a un souci maladif du détail. D'ailleurs, sur ces plateaux, ça rigole pas. C'est ultra concentré tout le temps. Il y a pas de place pour l'amusement. On prend pas de café, on lit pas de journaux. Lui, il est derrière son moniteur en permanence. Il regarde les rushs. Il faut que tout le monde soit au taquet. Et ça se ressent quoi. Tout est pensé. C'est vraiment phénoménal. C'est le film qui fait juste après La Mouche. Donc La Mouche, c'est un succès absolument colossal. Et lui, c'est un peu le maître d'Hollywood à ce moment-là. Il fait un peu ce qu'il veut. Donc c'est un film extrêmement personnel, extrêmement dérangeant. Moi, je vais le qualifier de chef-d'œuvre. Encore une fois, je le pense. C'est peut-être mon préféré, peut-être ex aequo avec La Mouche. Je le trouve absolument phénoménal. Si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus. C'est incroyable. Je n'ai pas non plus parlé de la musique absolument exceptionnelle composée par Howard Shore, qui nous fait une sorte de Seigneur des Anneaux version macabre, dark. C'est sublime. Bref, un film qui traite de la dépendance, un petit peu de la schizophrénie de façon magistrale. Jetez-vous dessus si vous ne l'avez pas vu. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Likez-la si c'est le cas. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochains films de Cronenberg. Et ouais, je vais continuer sur la lancée. Allez, ciao!